Bonjour, c'est toujours un grand plaisir d'être à Biarritz et d'être à THS. Jean-Pierre, merci de porter ça à bout de bras avec Archites. Donc, nous avons une session consacrée aux hépatites. Alors, je me suis laissé un peu emporter par une suggestion, donc voilà, il y a un titre un tout petit peu inattendu. Donc, l'hépatite C, c'est un grand fléau, vous le connaissez tous. 100 millions, alors les chiffres varient à 50 millions près. 350 000 morts par an, ça c'est du solide. Alors, là, vous avez la distribution chez les usagers. Et vous voyez que dès que vous êtes en orange, vous êtes autour de 1,5 et ça monte jusqu'à 7 en Égypte et en Mongolie et dans plusieurs points brûlants. Donc c'est un grand problème. Cette pandémie, elle peut et elle doit être éradiquée parce qu'on a maintenant des médicaments extraordinaires. Les usagers sont le réservoir et la source des nouvelles infections, vous le savez tous. Et donc, la capacité d'éradiquer le virus chez les usagers, c'est la clé du succès de l'éradication de l'hépatite C. D'où l'idée qui m'est venue de faire un parallèle. Alors voilà un peu la situation en 1943. Et vous avez ici les forces du mal, que vous reconnaissez. Et vous avez ici ceux qui ont enrayé cette horreur. Donc, les constats, c'est que, on vient de le dire, la majorité des nouvelles infections viennent des usagers, c'est la driving force. Et là, c'est des comorbidités fréquentes, l'alcool, le VIH, l'hépatite B, et surtout les comorbidités psychiatriques que vous connaissez mieux que personne, cumul des risques sociaux, et enfin, la réduction des risques est plus difficile chez les usagers, vous le savez. Surtout pour l'hépatite C, parce que le virus est plus résistant. Et le dépistage n'est pas facile. Donc, on est confronté à une forte prévalence. Et je reviens sur le dépistage, il ne peut pas être fait comme ça de façon mécanique, il doit être intégré à une éducation à la santé et de plus, le dépistage doit être suivi d'un accès aux soins. S'il n'y a pas ces deux conditions, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors les TROD sont une nouveauté, mais ce n'est pas mon sujet. Alors, la révolution thérapeutique, elle existe. Et au début, on était des snipers. On faisait ce qu'on pouvait. Et vous vous souvenez de cette photo, dans les années 90, on était à quelques pourcents, donc c'était vraiment de la précision. Puis on a l'escalade rapide pour arriver à plus de 95%. Maintenant, on est à plus de 95%, donc c'est, du point de vue efficacité thérapeutique, c'est extraordinaire. Alors, il y avait cette bonne formule, le Perfectovir, on l'a presque. Donc, traitement sans interféron-ribavirine, pas de résistance, barrière génétique élevée, pangénotypique, un comprimé par jour, très bonne tolérance, pas d'interaction médicamenteuse, c'est très important, ou presque pas, il faut faire attention quand même, surtout avec les prescriptions HIV, et durée qui est dépassée entre 12 et 8 semaines, résultat fabuleux. Ah, il y a une croix. C'est que le prix reste élevé, et surtout dans les pays à ressources limitées. Alors, il y a 2 ans, j'avais fait un topo et j'avais dit Caredas, et effectivement, 2 ans plus tard, tout s'est confirmé. On a cette molécule, il n'y a toujours pas de résistance, c'est extraordinaire, ou très peu. Les échecs virologiques sont peu important et curable. Plus de groupes à risque, et notamment ni le VIH, ni la toxicomanie, ni même les insuffisants rénaux. Et le meilleur avenir, la concurrence. Alors, est-ce que la concurrence, elle a joué au plan technologique? Et vous voyez, bon, vous connaissez les classes avec Asvir, Buvir, Prévir.
cibles qui font que ces médicaments sont parfaitement tolérés parce qu'on cible des enzymes qui n'existent pas sans le virus. Donc on n'a pas d'effet secondaire, on agit à au picomolaire. Donc c'est très cohérent cette absence d'effet secondaire et ça se confirme. On a donc plusieurs cibles, donc c'est ce que montre cette image. Plusieurs cibles, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais les étoiles jaunes, c'est en fait ceux qui sont pangénotypiques. Alors vous voyez, en 2014-2017, on avait 2, et maintenant c'est la règle. La règle. Toutes les dernières molécules du bas, elles sont pangénotypiques. Donc très bientôt, on pourra s'affranchir du génotype. C'est presque là, pas encore. Donc vous continuez à faire des génotypes, mais bientôt, ce ne sera plus nécessaire. Alors les nouvelles molécules, elles ont des noms barbares. Alors GP, c'est Mavyret, c'est le retour de AbbVie. Gilead fait toujours la course en tête. Ils ont encore ressorti un Voxilaprévir avec un joli mot qui s'appelle Vosevi, et puis MSD n'est pas loin. Donc, alors là, c'est un anachronisme. Vous reconnaissez le sniper américain cette fois-ci, avec de la technologie améliorée. Donc, effectivement, au plan de la pharmaco, au plan des armes, on est très, très gâté. Et là, je dirais le succès est là. Ça, c'est vie réelle. 16 000 patients. C'était du génotype 1, mais vous voyez qu'on a tous les pays, là, les US, l'Italie, le Portugal, et tout le monde se balade dans les 95-97% en vie réelle, avec une large gamme de sévérité. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Voici la FEF qui nous aide toujours. Et 2017 à FEF, je vois que Victor opine, on est passé à 8 semaines avec le Vosevi. 8 semaines pour le génotype 3, ce fameux génotype 3 qui était notre casse-tête. Ça n'est plus un casse-tête. Donc tout va bien. Ça, c'est effectivement chez des patients non cirrhotiques. Et pour vous montrer que 8 et 12 semaines c'est en violet, 8 semaines c'est en bleu, ben, vous voyez, on est dans le 99-100. Alors vous allez, ils ont tout truqué. Non, c'est pas truqué. C'est pas truqué. Et l'expérience qu'on en a tous les jours à donner ces médicaments, c'est fabuleux. Donc voilà, on est dans quelque chose de formidable. Donc la preuve du concept de la curabilité est acquise. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans le domaine de la toxicomanie? Alors, il faut traiter tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une approche collective, bien sûr, on y reviendra. Les usagers de drogue, les personnes incarcérées, tous ceux qui sont, je dirais, le réservoir et les laissés pour compte doivent être secourus. Alors voilà, ça c'est la contre-offensive pour montrer qu'il y a le côté collectif. Donc, contre-offensive à Stalingrad, c'est le côté collectif qui fait que ça change la donne. Ça, c'est une étude française qui montre qu'effectivement, le traitement de l'hépatite C va diminuer collectivement les nouvelles contaminations. Alors ça, c'est assez intéressant. Vous voyez à gauche l'incidence, à droite la prévalence. Ici, on fait comme d'habitude. Ici, on augmente le dépistage. Ici, on augmente l'accès aux soins et la prise en compte. Ça ne change rien. Il y a quand on traite tout le monde que ça commence à faire un bénéfice. C'est la même chose pour la prévalence. Donc, il faut tout faire ou bien on va échouer. C'est la même chose pour les nouvelles contaminations. Vous voyez que quand on fait comme... Il n'y a que quand on traite tous les malades, quelle que soit la sévérité, et qu'on a vraiment pris en compte globalement le patient, qu'on arrive à faire des progrès. Alors ça peut se mettre un peu comme ça c'est le dépistage, ça c'est l'amélioration de l'accès aux soins, ça c'est le traitement de toutes les formes de la maladie.
Et quand on couple tout ça, enfin, on atteint un bon résultat. Alors, c'est le maillon faible. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de maillon faible. Et c'est ça la difficulté. C'est parce que d'habitude, on fait bien sur un côté ou pas un autre, mais il y a toujours un maillon faible et du coup, on échoue. Ici, ça va montrer le timing. Ici, vous avez la fréquence des injections, 30, 50, 80. Et les prévalences. Si vous avez beaucoup de virus, vous avez besoin de traiter, c'est le taux de traitement nécessaire. Ben, vous voyez que si on a 80 injections à risque, avec une prévalence élevée, il faut quand même presque traiter tout le monde. Donc voilà. Alors maintenant, si on se projette dans l'histoire, dans le futur, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit 2025, c'est-à-dire que quand on va tout faire comme il faut, en 2025, on arrivera à presque avoir éradiqué le problème chez les usagers. Mais en fait, dans la réalité, ça va être plutôt 2030. Et puis, dès qu'on aura fait quelque chose de partiel, c'est le maillon faible, si on ne fait que le traitement, ça redémarre. Donc, un, il y en a pour au moins 10-15 ans, et deux, si on ne fait pas attention, ça repartira. Donc voilà, ce n'est pas gagné, mais c'est pour ça, c'est l'image de Stalingrad, ce n'est pas gagné, mais il faut gagner. Les réinfections, ben vous voyez, les réinfections, c'est en vert, et pour, sans entrer dans les détails, par rapport aux échecs virologiques, c'est moindre, mais à une seule condition, c'est que vous ayez une intégration complète avec la réduction des risques. Si vous n'avez pas la réduction des risques, vous vous baladez à 15-20% de réinfection. Donc le danger, il existe, mais il est gérable. Alors est-ce que, ici, c'est le problème de la substitution et de voir que la substitution, c'est important, mais ça ne gêne en rien le succès. Que les patients soient substitués ou pas substitués, on est toujours à 95%. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir des états d'âme. Il faut traiter tout le monde et substituer comme il faut. Traiter les gens qui continuent à s'injecter, ce n'est pas un problème. Là aussi, c'est la même chose. Qu'on s'injecte ou qu'on soit substitué, on est toujours à 95% de résultats. Et puis pour finir, eh bien, voici le dernier né des médicaments. Ben, lui, il est à 100%, pas de problème. Et on est chez les toxicomanes. Donc c'est gagné. C'est gagné, mais Stalingrad, ce n'était pas la fin de la guerre. Stalingrad, c'est le changement de perspective. Donc c'est ça que je veux vous montrer. En conclusion, la révolution thérapeutique de l'hépatite C, elle est confirmée, 95%, maintenant 100%, 12 semaines en moyenne, pas d'effets secondaires. Les usagers de drogue sont la priorité, mais le traitement antiviral doit être intégré dans la réduction des risques et la prise en charge globale sans maillon faible. Et c'est là qu'est le problème. Le risque de réinfection, c'est un alibi, mais ce n'est pas un bon alibi. Il faut prioriser, bien sûr, collectivement et individuellement le traitement des toxicomanes. La mise en œuvre et le succès vont être laborieux. Donc la guerre contre l'hépatite C doit et sera gagnée. L'éradication du virus chez les usagers, ça sera la première preuve, mais aussi peut-être la dernière, parce que c'est vraiment pas gagné. Donc voici la victoire, mais elle n'est pas à Stalingrad, la victoire. Cette statue, elle est à Volgograd, parce qu'entre-temps, on a débaptisé Staline. Voilà. On ne va pas se plaindre. Merci. Donc, quelques questions où on enchaîne. Burning question, comme on dit. Après,
Bonjour, je suis généraliste à Aulnay-sous-Bois, à la région parisienne. Je vous remercie pour cet exposé. En fait, il y a 5% d'échecs et il y a 5% de réinfection. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites pour ces 5% et pourquoi, en fait, les 5% qui se réinfectent, pourquoi? Parce qu'ils restent toujours dans un comportement de risque. L'hépatite C ne confère pas l'immunité. Ce n'est pas seulement une histoire de génotype. Elle a simplement un défaut de ce côté-là, ce qui posera des problèmes pour la vaccination. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde. Donc il y a déjà des souches plus ou moins fit, comme on dit, plus ou moins agressives, qui peuvent prendre le dessus. Mais il faut être réexposé. Donc toute la mécanique, c'est le nombre de shoots, je dirais, non sécurisés que les gens ont. Et c'est vrai que si on fait de la réduction des risques, les gens font plus attention, etc., etc. Et donc c'est un problème totalement modulable. Ce n'est pas une réalité virologique. Mais il y a plus d'échecs, il y a de moins en moins d'échecs, c'est vrai, mais il y a encore quelques échecs qui sont en fonction de beaucoup de facteurs. Mais maintenant, ces échecs virologiques où ce n'est pas une réinfection sont faciles à gérer avec la panoplie de médicaments qu'on a. On en reprend un qui va rajouter soit une antiprotéase, soit une anti-NS5, et ce sera réglé, donc, et dans un délai court. Donc on n'est pas comme dans le VIH, ce n'est pas du tout le VIH, c'est quelque chose, ça ressemble plus à la syphilis et au traitement antibiotique qu'à autre chose. Bonjour, Bertrand Lebeau. Tout à l'heure, vous parliez de 2025 pour l'éradication, mais vous parliez de la France ou vous parliez du monde ou de l'Europe? Non, le papier est un papier français et c'est de la modélisation française. Alors, bon, nos amis d'Amsterdam nous diront ce qu'ils font eux, parce qu'ils sont... c'est simple, ils ne s'injectent plus là-bas. Ils fument, donc ils nous diront comment ils font, mais j'ai parlé... Une étude française, modélisation française, tous les auteurs français, chez nous. Et deuxième question, qu'est-ce que vous entendez par maillon faible? Eh bien, c'est-à-dire que si, je suis avec la réinfection, si vous ne faites pas une réduction des risques, ça ne sert à rien. Le problème, c'est que si vous faites seulement du dépistage, même dépistage plus axé aux soins, ça ne suffit pas si vous ne traitez que des malades graves, par exemple. Donc, il faut tout bien faire. Et donc, ce n'est pas facile. Question là-bas. Oui, donc on verra après pour les... Oui, allons-y. Une dernière question. Bonjour. Existe-t-il un traitement de pré-exposition comme la PrEP pour le VIH? Oui, on n'en est pas tout à fait là, mais il y a de l'idée. Merci. Mais on enchaîne, vous allez avoir toutes les réponses. Merci Jean-Pierre, merci Arquette pour cette invitation. Tellement heureux d'être à nouveau, après 2 ans, parmi vous. Et les choses ont bougé depuis ce moment-là. Ce fut le 25 mai 2016 une décision historique, courageuse, et difficile. Et vous le savez bien, puisque un grand nombre de personnes qui sont présentes ici ont fait que cette décision a pu intervenir. Et effectivement, notre ministre annonçait ce jour-là le traitement universel de l'hépatite C, assorti d'une proposition qu'un nouveau rapport puisse être rapidement établi pour optimiser la prise en charge de l'ensemble des patients atteints d'hépatite C. Et ce rapport a été conçu sous l'égide de l'ANRS, du Conseil national du sida, avec un soutien fort de l'Association française
pour l'étude du foie, et de Victor, alors secrétaire de cette association. Ça s'est passé pendant l'été, le rapport a été remis en octobre et je pense qu'il a effectivement répondu aux souhaits de notre ministre. Une des recommandations, elle était demandée par le ministère, était de regarder une révision possible des réunions de concertation multidisciplinaires. Vous savez qu'elles ont été mises en place en France au moment de l'introduction des antiviraux pour avoir une idée relativement précise des prescriptions de ces agents-là. Et dans notre pays, nous avions un peu plus de 70 centres habilités à ces RCP, que ce soit en métropole ou outre-mer, et il a été décidé de maintenir ces centres de RCP, mais en modifiant l'organisation de ces réunions et notamment en réservant ces réunions de concertation multidisciplinaires à des patients complexes. Je ne vais pas détailler la liste des critères. Bon, ce sont effectivement des cirrhoses graves, des transplantés, des insuffisants rénaux. Et effectivement, très vite, cette proposition a été validée par la Haute Autorité de Santé et mise en place et a certainement facilité l'accès au traitement d'un grand nombre de patients qui n'avaient pas été traités jusqu'ici. L'accès aux populations vulnérables, celles éloignées des systèmes de soins, difficilement accessibles, en situation de précarité, on a regroupé ça sous le terme peut-être à discuter de populations vulnérables. Cet accès a fait l'objet de chapitres spécifiques, tant il est vrai que, en France, peut-être pas la totalité, mais une très grande part des patients infectés sont représentés par les usagers de drogue. D'après une étude récente, environ 50 000 usagers de drogue seraient infectés en France et à traiter pour leur infection, 2 000 détenus, 50 000 migrants et populations mobiles, et 15 000 environ personnes infectées par le VIH et le VHC. Et chacune de ces 4 populations a fait l'objet d'un chapitre spécifique du rapport, avec, bien entendu, la nécessité d'aller vers ces personnes-là. Et l'idée force, c'est effectivement d'entrer en contact avec elles, d'essayer d'éviter qu'elles soient obligées de venir dans nos structures hospitalières et notamment dans les services experts. Et ça a été valable aussi bien pour l'accès aux soins que pour le dépistage. Bien sûr, il convient, pour renforcer le dépistage, de renforcer le ciblage en direction de ces populations vulnérables, et notamment les usagers de drogue, sur les lieux de vie, les équipes mobiles de réduction des risques notamment, la mobilisation des médecins généralistes, les techniques non invasives de dépistage comme les TROD, qui assurent effectivement à la fois une meilleure couverture du dépistage et un meilleur accès aux soins, notamment pour les personnes éloignées des systèmes de santé. Des efforts ont déjà été faits, des initiatives ont été prises dans notre pays. Les plus emblématiques pourraient être représentées par les bus qui sillonnent ces sites où sont les patients, avec, je crois que ça a été fait à Bordeaux, avec des fibroscans, avec des TROD. Et manifestement, l'ensemble de ces expériences, qui sont maintenant bien répertoriées, doivent être diffusées et modélisées à l'ensemble du territoire, j'espère avec le soutien des ARS. Ce dépistage ciblé sera sans doute largement insuffisant pour un dépistage de l'ensemble des personnes infectées. Et clairement, il a été prévu, et c'est une des fortes recommandations du rapport, de proposer rapidement un dépistage de l'infection par le VHC à l'ensemble des personnes qui n'auraient jamais été dépistées
et en couplant ce dépistage au virus de l'hépatite B et au virus du sida. C'est une saisine de la Haute Autorité de Santé qui a été faite et on attend, j'espère, rapidement une position positive de cette Haute Autorité de Santé pour mettre en place, peut-être à l'occasion d'une semaine de dépistage organisée pour l'ensemble de ces 3 virus au cours de l'année 2018. Cette proposition a reposé sur différentes études réalisées à l'échelon national et une étude française qui, effectivement, a pu mettre en évidence, le papier est en cours de publication, que ce dépistage en population générale chez les adultes était coût-efficace pour le VHC et, bien entendu, encore plus coût-efficace s'il était couplé au virus de l'hépatite B et au virus HIV. Quelles que soient les actions menées, elles ne peuvent se faire que dans le cadre d'une évaluation et de recherche. Et effectivement, une proposition du rapport a été, avec l'aide de la NRS, de procéder à l'évaluation par des cohortes existantes, de nouvelles cohortes, des effets à moyen terme et à long terme de ces traitements par les antiviraux, que ce soit pour des malades graves, et plus encore, puisqu'ils vont être de plus en plus nombreux, chez des patients ayant une infection virale C sans lésion de fibrose significative. Et les premiers résultats qui ont été présentés à l'Association française pour l'étude du foie il y a quelques jours montrent qu'effectivement, on commence à avoir des effets de ces traitements, non seulement sur les manifestations hépatiques, les événements à venir, cirrhose décompensée, cancer, mais également sur les complications extra-hépatiques qu'il ne faut pas négliger, et notamment les complications cardiovasculaires. Il faudra aussi poursuivre l'évaluation de la tolérance de ces agents. On sait qu'elles sont bonnes, mais ce sont de nouveaux médicaments. Il faudra regarder à moyen et long terme ce qu'il peut advenir. On a eu 2 récentes alertes. La première, s'agissant de la possible réactivation du virus de l'hépatite B alors que le virus de l'hépatite C était neutralisé. Vous savez que ces 2 virus entrent en compétition et en cas d'éradication du virus de l'hépatite C, il a été observé dans certaines études une réactivation du virus de l'hépatite B. Cette alerte a été neutralisée en France où on a pu montrer, notamment à l'aide des cohortes hépataires, que, sans doute du fait d'une optimisation du traitement de l'hépatite B chez les malades ayant une infection virale C, on n'observait pas de telle réactivation. La deuxième alerte, vous la connaissez bien, et elle a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle d'un risque potentiel d'accroissement de cancer primitif du foie, carcinome vasculaire, de novo ou de récidive de cancer. Et là encore, la cohorte hépataire a été d'une efficacité importante puisqu'elle a permis de montrer que les patients ont été traités par des agents antiviraux directs ou non traités, DA+, DA-, vous voyez que là, aucun effet n'a été observé s'agissant d'un cancer hépatocellulaire, d'un carcinome hépatocellulaire. Alors évidemment, c'est rassurant. On doit aussi regarder de près ce qui a pu conduire à ces observations d'un effet délétère des antiviraux. Et cette analyse a mis en évidence que, et c'était important, les malades traités par les antiviraux directs étaient plus âgés, ils étaient plus graves, donc plus soumis au risque de carcinome vasculaire. Et en lissant sur les facteurs confondants, on observait, au moins en France, avec une grande cohorte hépataire, que cet effet n'était pas observé. La prudence doit rester de mise, les études doivent se poursuivre, mais actuellement, on est dans une situation plutôt rassurante s'agissant de l'absence d'effet sur le carcinome hépatocellulaire. Alors, Christian l'a indiqué il y a peu de temps, qu'en 2015, un certain nombre d'agents sont apparus, en 2016 aussi, et en 2018, on attend des AMM pour
le GP de chez AbbVie et une nouvelle combinaison Gilead. Il est clair que la simplification va être de mise et que ces traitements sont maintenant administrés pour des durées de 8 à 12 semaines avec une efficacité largement supérieure à 95%, qu'il y ait une cirrhose ou pas de cirrhose, que les malades aient été traités ou non traités antérieurement. Et bien entendu, et Christian l'a rappelé, les nouvelles combinaisons devront être pan-génotypiques, avec des coûts qui, tu le rappelais, ont été singulièrement réduits. On était, il y a 3 ans ou 2 ans, à 50 000 € la cure. Vous voyez qu'on a lissé pour l'ensemble des agents, et notre ministre s'est beaucoup investi pour obtenir ces prix-là. Vous voyez qu'on est à moins de 30 000 maintenant. C'est encore largement excessif. Il y a des propositions récurrentes de faire apparaître des génériques. Pour l'instant, ça n'a pas été acté par notre ministre, mais on est dans une situation où les traitements actuels de 30 000 devraient pouvoir encore réduire leurs coûts avec l'augmentation du nombre de patients qu'on va être amené à traiter. Alors, il est clair que nos autorités de tutelle souhaitaient des informations sur les coûts de ces traitements en fonction du nombre de patients qu'on devait traiter. En 2004, on estimait qu'il pouvait y avoir en France environ 200 000 personnes infectées par le virus de l'hépatite C. Jusqu'en 2017, on a pu en traiter 90 000. Sur ces patients traités avec l'interféron et la ribavirine, on est à 50%, donc 50 000 guéris. Il reste donc peut-être 150 000, peut-être un peu moins. Et la moitié de ces patients ayant été dépistés, il resterait à dépister 75 000 personnes. La proposition a été faite à nos tutelles que chaque année, 15 000 patients puissent être traités avec un contrôle de l'infection. Je ne parle pas d'éradication du virus, je parle de contrôle de l'infection, c'est beaucoup plus prudent, que ce contrôle puisse être obtenu dans les 10 ans. Bien entendu, la pente de décroissance de la prévalence de l'infection peut dépendre du nombre de patients traités chaque année, en jaune 15 000, en bleu 20 000, mais avec cette possible élimination de l'infection virale aux alentours, et c'est le chiffre que donnait il y a un instant Christian, de 2030, et tout cela, bien entendu, doit pouvoir intervenir avec, à l'évidence, une réduction non seulement des complications extra-hépatiques que j'ai mentionnées initialement, mais également des stades de fibrose, et que les stades F3 et F4 sont maintenant en voie d'extinction, et qu'au cours de ces prochaines 15 années, on aura une disparition des lésions du foie induites par ce virus. Dans la vraie vie, on observe effectivement, depuis la décision de la ministre, le rapport, et donc septembre 2016, un accroissement significatif du nombre de malades chaque mois qui sont en cours de traitement. Et l'estimation pour 2017 pourrait être aux alentours de 20 000 fourchettes hautes, patients traités selon les sources Gilead. Il n'est pas exclu qu'il y ait un petit tassement dans les années à venir de ce nombre traités chaque année. Christian a insisté aussi sur les attentions particulières qu'on devait porter à ces patients qui étaient guéris de leur infection. La première est le carcinome hépatocellulaire, dont on a dit déjà que sans doute il n'était pas accru dans sa fréquence, ni de novo, ni en récidive par les AVD, mais qui persiste chez les patients qui ont été traités, éventuellement guéris. Vous voyez ici en rouge les deux courbes de patients qui n'ont pas eu de réponse virologique soutenue,
qu'ils aient ou non un syndrome métabolique associé. Vous voyez que le risque de carcinome vasculaire est nettement supérieur chez ceux-là par rapport en bleu à ceux qui ont une réponse virologique nulle. Le risque résiduel n'est pas complètement nul chez les patients qui ont une réponse virologique, mais il existe une différence significative selon que les patients aient ou non un syndrome métabolique, qu'il s'agisse d'un excès de poids ou d'un diabète. Et Christian a insisté sur les précautions à prendre, la prévention chez ces patients qui, ayant éliminé leur virus, ayant repris d'éventuelles mauvaises habitudes, notamment alimentaires, remplaceraient une maladie virale par une maladie métabolique dont les effets délétères pourraient être au moins aussi grands. Précaution aussi s'agissant des réinfections, Christian l'a bien détaillé. En moyenne, chez les usagers de drogue, ça pourrait être de 1 à 5% personne année. Donc, ce qui, je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais ça pourrait être de l'ordre de 5 à 25% en 5 ans, ou 20%. Et puis également, et là de plus en plus, on observe maintenant des infections chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, notamment des hépatites aiguës, qui sont extrêmement préoccupantes. Et vous voyez que lorsque ces patients sont co-infectés par le VIH-VLC, le risque de réinfection est de l'ordre de 3% personnes année. Ça n'est pas dramatique, mais ça implique effectivement qu'on maintienne les précautions de réduction des risques dont Christian a parlé. Alors, tout ça ne pourra se faire que sans la mobilisation persistante de vous tous, des professionnels de santé, des associations de patients, des industriels du médicament, et aussi des tutelles qui nous ont beaucoup soutenus au cours de ces dernières années et qui ont abouti à la proposition de la ministre. Et clairement, le comité de suivi qui a été mis en place à la suite du premier rapport de 2014 fera en sorte que l'ensemble des propositions que j'ai brièvement rappelées soient rigoureusement appliquées. Je vous remercie beaucoup. Merci Daniel pour ce panorama complet et parfaitement informé. Des questions pour Brûlante? Oui. Bonjour. En fait, j'ai 2 questions. La première question, les patients qui sont guéris de leur hépatite C, est-ce qu'il y a un protocole de suivi? Deuxième question, vous traitez, ce que vous avez dit, entre 15 000 et 20 000 par an. Donc, vous ne traitez pas toutes les hépatites C. Quels sont les critères de traitement et vous dites quoi aux patients que vous ne traitez pas? Merci. Je vais à l'envers. Le souci qu'on va avoir, c'est notre capacité de dépister les 75 000 personnes qui sont encore à dépister. C'est ça. Quand on regarde celles qui ont déjà été dépistées et qui n'ont pas été traitées, 75 000, on va postuler, on s'était mis d'accord avec Victor pour imaginer que ça va se faire dans les 2-3 ans. Voilà. Et ces personnes-là permettent d'estimer que dans les 2-3 ans, on va garder les 15 000, 20 000. Voilà. Et ensuite, la capacité qu'on aura à faire accéder au traitement, les 15-20 000 par an, dépendra de notre énergie à dépister. Et c'est clair qu'il va y avoir des actions renforcées, notamment dans les XAPA, dans les CARUD. Il y a une très très grande hétérogénéité d'intervention dans les XAPA. Certaines sont très actives, beaucoup le sont moins, et manifestement, il va falloir mener des actions à ces endroits-là.
peut-être l'intervention de médecins généralistes dans ces XAPA, hors XAPA, des médecins généralistes qui sont notamment chargés de la distribution des traitements de substitution aux opiacés, qui sont, pour une majorité hors XAPA, doivent s'investir pour le dépistage. Et puis ce dépistage, bien entendu, qu'on espère pouvoir généraliser. La première question concernait le protocole après. Alors, j'ai tendance à penser qu'il faut surveiller très attentivement ces patients. En population générale, on va dire hors usage de drogue, les patients à surveiller sont essentiellement ceux qui ont une cirrhose et chez lesquels un carcinome babellaire doit continuer d'être dépisté tous les 6 mois par une échographie. Et aussi les précautions de ne pas remplacer cette maladie virale par une maladie métabolique où on libère ces comportements, prise d'alcool, prise de poids. Et je pense qu'une consultation annuelle ou tous les 2 ans, indépendamment du dépistage chez les maladies cirrhotiques, me paraît souhaitable. Et puis chez les usagers de drogue, le renforcement des mesures de réduction des risques doit être conçu de façon à ce que, effectivement, on ne perde pas les chances de succès par l'apparition de réinfections. Donc je pense qu'il faut que ce suivi soit effectivement réalisé, pas nécessairement par un spécialiste, les médecins généralistes, des infirmières, par transfert de tâches, peuvent parfaitement le faire, c'est à organiser dans les centres qui prennent en charge ces patients. Oui, une question. Bonjour, Monsieur Dumont. Bonjour, Nous avons deux types de problèmes en médecine de ville. Premièrement, nous avons des patients qui ont été dépistés il y a 20 ans et qui n'ont pas eu accès aux soins jusqu'au ces nouveaux traitements parce que c'était compliqué pour les patients d'accès aux exigences hospitalières. Deuxième public, ce sont des personnes à dépister. Donc, ce sont des personnes qu'on va dépister dans les jours qui viennent. Donc, le problème qui est toujours exprimé par les médecins de ville, que fait-on nous, les patients que nous avons dépistés depuis 10-15 ans, et comment se fait-il qu'ils n'ont toujours pas accès aux soins? Ça, c'est la première question, qu'eux, ils se posent et que nous n'arrivons pas complètement à répondre. Et deuxième problème, il y a très peu de médecins généralistes, prescripteurs de traitements de substitution, coexercent avec les XAPA. C'est vraiment le nombre très limité, étant donné que XAPA représente 5% d'usagers de drogue sous TSO à ce jour, et 95% sont toujours en médecine de ville, sur lesquels ajoute en augmentation de population migrante à travers AME, encore en médecine de ville. Ils ont la couverture sociale, ils peuvent accéder à condition que la capacité hospitalière absorbe cette population. Comment vous prévoyez, parce que les malades sont là, hein, on peut les voir, mais comment vous prévoyez absorption de la part de l'hôpital, ce public? Ça fait 20 ans qu'on essaie de résoudre ce problème, on n'arrive pas. Il faut les traiter sur place. Voilà. Je suis d'accord. Dans ce cas-là, l'objectif à atteindre, c'est le traitement là où sont les patients. Et on sait qu'une perte d'effectifs majeure intervient si le malade doit aller dans les structures hospitalières. Voilà. Donc tout doit être fait pour que les patients soient traités sur place. Alors, dans les populations captives, c'est relativement facile, c'est-à-dire qu'en prison, voilà, il suffit que l'emprisonnement dure au moins 12 semaines. Voilà. 8 semaines. 8 semaines, voilà. Et dans ces situations-là, les malades... Et je sais que, notamment à Montpellier, il n'y a plus aucun malade sur liste. Voilà. Ils ont tous été traités par les agents antiviraux directs. Il y a une très grande hétérogénéité, là encore, dans l'activité des prisons, mais ça progresse. Voilà. Dans l'ex-APA, on peut parfaitement imaginer qu'il y ait une prise en charge des patients, que cette prise en charge puisse être faite par des généralistes, par des infirmières, en connexion étroite avec le service de référence. Il y a il y a près de 500 XAPA en France. Il y a une quinzaine de régions. On pourrait imaginer que chaque région
et chaque centre expert, où il y en a plusieurs parfois par région, puisse avoir un contact ciblé avec l'EXAPA pour les inciter à un traitement sur place. Voilà, ça, c'est l'objectif. Je ne sais pas s'il sera atteint. En tous les cas, c'est la volonté. Et on a fait une demande il y a quelques jours au ministère pour que les généralistes puissent effectivement être primo-prescripteurs. On va voir comment cette réaction, cette proposition va être... Une question encore, et puis nous passerons à... Là derrière. Il y a une... Xavier Aknin, médecin généraliste, puisqu'on en parle, à Gagny en Seine-Saint-Denis, et je travaille également en XAPA à Émergence dans le 13e. Donc je suis ravi que Daniel ait fait cette information sur la possibilité qui serait réservée dans un avenir proche aux médecins généralistes de primo-prescrire les antiviraux directs, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a des traitements très efficaces maintenant, proches de 100%, que les patients vont forcément tous accéder à ce traitement. Parce qu'avec les usagers de drogue, c'est bien le problème. Il y a la question du parcours de soins, du parcours de santé qui est essentiel. Et on sait bien qu'ils ne vont pas tous dans les XAPA, ils ne vont pas tous dans les consultations spécialisées, etc. Donc il va falloir s'organiser. Moi je dirais qu'en tant que généraliste qui suit des patients usagers sous traitement de substitution, je pense qu'il y a 2 points qui sont très importants. C'est premièrement pour les patients séronégatifs qu'on suit depuis longtemps. On va présenter avec Damien Carmona qui est à côté de moi l'étude EPCORT demain dans un atelier du THS qui montre justement le résultat d'un suivi pendant 3 ans de patients en médecine générale sous TSO, qui montrent que le suivi régulier comme ça par les généralistes est plutôt protecteur puisque le taux de séroconversion est faible. Mais il n'empêche qu'il faut quand même surveiller ces patients et leur proposer un dépistage annuel, notamment par le biais des TROD, parce qu'on peut quand même avoir des séroconversions qui vont passer inaperçues, parce que le patient aura peur de parler de ces rechutes ou de ces écarts de consommation. Deuxièmement, sur les patients à cibler, je pense qu'il y a les patients psychiatriques qui jusqu'à maintenant n'accédaient pas au traitement antiviral à cause des effets indésirables de l'interféron. Aujourd'hui, la donne a changé avec les antiviraux, ça doit être une priorité. Et les patients co-infectés VIH, VHC, qui eux aussi ont accédé avec retard au traitement antiviral parce qu'on donnait la priorité au sida, ces patients-là aujourd'hui, il y en a encore beaucoup, ils doivent accéder au traitement. Bon, ben je crois que ça fait bien la transition avec l'après, et c'est Victor qui nous parle de l'après d'aujourd'hui. Bonjour, merci Jean-Pierre de m'avoir invité, et je suis ravi parce que ça fait très longtemps que je viens, et chaque fois il fallait que je parle du traitement de l'hépatite C du futur. Donc j'étais ravi, à chaque fois j'étais dans le futur. Et là, quand tu m'as dit de venir parler du traitement du futur de l'hépatite C, j'ai dit c'est pas possible, puisque le futur il est aujourd'hui et qu'il n'y a pas de futur, il n'y aura plus de nouveaux médicaments dans l'hépatite C, puisque les plus efficaces et les derniers qui sortent sont en 2018. Et après, il n'y a plus aucune recherche sur un nouveau médicament de l'hépatite C dans le monde. Donc les derniers qui arrivent sont en 2018. Donc j'ai fait le futur, mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire après l'hépatite C ? Alors l'hépatite C, ça n'est pas fini, je crois que ça va quand même nous occuper encore quelques années, et on l'a dit, donc je vais passer, mais c'est quand même notre quotidien. Alors qu'est-ce qu'on va faire demain ? Je crois qu'il faut parler d'hépatite B, et je crois qu'on est tous concernés par la prise en charge de l'hépatite B, et j'ai envie de focaliser sur le vaccin, je crois que c'est notre combat des 10 prochaines années. Alors, je vous rappelle que l'histoire du vaccin de l'hépatite B, ça remonte au 2 octobre 1998. Vous allez voir, j'ai fait de la biblio assez ancienne. Et donc, vous vous rappelez de cette histoire où Bernard Kouchner avait arrêté la vaccination systématique qui avait été mise en place en classe de 6e pour, soi-disant, des effets indésirables neurologiques. Et puis, heureusement, près de 25 ans plus tard, on a une ministre qui a eu le courage de dire qu'elle allait rendre obligatoire 11 vaccins. Et de cette décision, on ne peut que la remercier, car ça avait été une demande que nous avions déjà faite avec Daniel Dumont auprès de la précédente ministre qui n'avait pas souhaité suivre nos recommandations. Alors ça serait la belle histoire pour la vaccination, et on pourrait dire, ben voilà, c'est fini. Sauf que le combat, il va être au niveau de la population. Je suis allé, par exemple, mais j'aurais pu en prendre, il y en a des pages et des pages, donc je suis allé sur Twitter, et c'était le 11 juillet, j'ai préparé ça, et donc vous voyez que
il y a des tweets qui sont assez sympathiques, comme « Dis-moi qui te paye, je te dirai qui tu es », en disant que, bien sûr, si on recommande les vaccins, c'est parce que ça va profiter à l'industrie pharmaceutique qui commercialise ces vaccins. Donc voilà, et ça continue puisque au mois de septembre, il y a eu dans le Parisien, c'était donc le 21 septembre, l'aluminium dans les vaccins, le rapport qui dérange, et comme quoi il y avait un rapport secret au sein de l'ANSM qui nous cachait tout sur l'aluminium, qui était en fait juste pas un rapport du tout, mais une réunion d'experts. Et pour la première fois, d'ailleurs, l'ANSM, suite à ce papier dans le Parisien, a rendu public ces discussions d'experts qui ne sont absolument pas un rapport et qui parlaient de l'aluminium de vaccin. Donc on a vraiment du travail pour promouvoir la vaccination. La bonne chose, si on veut être optimiste, c'est de se dire que la couverture vaccinale chez les enfants est relativement bonne si on est très optimiste, mais enfin il faut regarder les enfants qui ont reçu les 3 doses. Donc vous voyez qu'en 2014, on était à 83% des enfants qui avaient une bonne couverture vaccinale. Et si je ne m'abuse et si je n'ai pas de bêtises, je crois qu'en santé publique, pour qu'un vaccin commence à avoir des effets sur la prévalence de la maladie, il faut avoir une couverture vaccinale au-delà de 99%. Donc on a encore du travail. Alors après l'hépatite B, il y a 2 autres addictions et qui nous occupent déjà et qui vont nous occuper beaucoup, l'alcool et l'obésité et le syndrome métabolique. Alors l'alcool, des choses que vous connaissez, donc je vais passer, mais la consommation d'alcool, on pourrait dire, c'est plutôt bien en France, elle diminue, puisque vous voyez que la France, c'est le petit point qui est, je vais essayer de le montrer, voilà, c'est le petit point qui est là, donc ça voudrait dire que finalement, on boit moins en France depuis les années 70, donc c'est plutôt bien, on est content, par rapport à d'autres pays, on est plutôt mieux. L'évolution de la consommation moyenne en France, vous le savez, hein, les vins diminuent, les bières diminuent, mais les spiritueux restent bien élevés. Et puis, j'aime beaucoup cette diapositive qui présente les consommateurs d'alcool en France en 2014. Donc ça, c'est la population française. Et vous voyez que finalement, c'est que les actuels consommateurs, c'est 42 millions d'entre nous. 42 millions de Français consomment de l'alcool. Moi le premier, puisqu'hier soir, on a forcément été dîner. Bon. Alors, j'ai fait très up-to-date, j'ai fait de l'économie. Alors, je vais vous donner les derniers chiffres d'affaires des boissons alcoolisées. Donc, en revenu intérieur, notre ministre touche, grâce à ça, 10 milliards d'euros par an. Et à l'exportation, vous voyez que c'est encore mieux. 11 milliards à l'exportation. Je ne sais pas si ce sont que les vins de Bordeaux, mais en tout cas, l'exportation marche très bien. Donc, ça fait des revenus de 22 milliards pour notre État. Plus, il faut rajouter les recettes fiscales. Et donc, vous voyez, on rajoute encore 3 milliards. Donc, vous voyez, 25 milliards de l'alcool vont à l'État. Donc, vous imaginez bien que l'État n'a peut-être pas très envie qu'on dise que consommer de l'alcool, c'est pas bien. Et puis, c'est 1 million d'emplois estimés, directs ou indirects. Alors, je vous donne les chiffres que j'ai trouvés récemment. Donc, le vin, ça serait 250 000 emplois directs. Donc, dans la viticulture, c'est sûr qu'à Bordeaux, il y en a beaucoup. Les coopératives viticoles et autres. Les emplois indirects, hein, c'est le tonnage, la chaudronnerie, le verre, donc 300 000 emplois. La bière, c'est 71 000 emplois. Et les spiritueux, 100 000. Donc 1 million d'emplois. Et au jour d'aujourd'hui, en tant que décideur, j'imagine bien que si on supprime 1 million d'emplois, ça crée une petite catastrophe dans notre pays. Mais je pense que tout ça, c'est lié au fait qu'on voit encore beaucoup de malades dus à l'alcool. Et puis, vous le savez, hein, l'alcool tue. C'est 49 000 décès exactement par an, donc 1 tiers par cancer, 1 quart par maladie cardiovasculaire, et puis toutes les autres. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Mais je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez. Alors, le futur. En 2010, 60% des élèves en classe de 6e ont déjà goûté à une boisson alcoolisée. Donc ça, c'est bien. Ils étaient en 2010, donc maintenant, ils ont 15 ans. Donc, ils ont 17 ans, donc ils arrivent en terminale. Donc, on va les prendre, c'est la dernière phrase. Eh bien, ils étaient 60% à juste avoir goûté à une boisson alcoolisée. Vous voyez que 7 ans plus tard, ils ont donc 17 ans. Et que 60% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà été ivres une fois au cours de leur vie. Donc, ils ont bien progressé en 7 ans. Alors, le syndrome métabolique, c'est tout ce qui touche le métabolisme, donc il y a le surpoids et l'obésité, le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie. Alors là aussi, vous allez voir que c'est une véritable épidémie. Ça, c'est un travail de l'année dernière qui montre que le surpoids tue. Alors, si vous voulez vraiment vous amuser, il faut regarder la colonne de gauche, c'est que quand on est trop maigre aussi, ça tue. Donc, mais vous voyez qu'au-delà d'un index de masse corporelle à 25, eh bien, on a une augmentation du nombre de décès, et c'est extrêmement important chez les hommes qui ont un BMI élevé. Donc l'alcool tue, le syndrome métabolique tue comme l'alcool.
une étude toute récente qui date de l'année dernière. Donc la cohorte Constance, c'est une immense cohorte française qui va, alors je ne sais plus le chiffre exact, je crois, qui va suivre 200 000 personnes en France pendant au moins 10 ans, des personnes qui ont été tirées au sort. Et on a eu les premiers résultats. Alors, toutes les personnes françaises ne sont pas encore incluses, je crois qu'ils en sont à plus de 100 000 inclus. Et ça, c'est le premier résultat publié, je crois, à partir des 30 ou 40 000 premières personnes incluses dans cette cohorte. Et vous voyez qu'en 2016, 60% des hommes adultes en France sont en surpoids ou obèses. 60%. Et chez les femmes, on est à 40%. Si vous multipliez en nombre d'habitants en France, ça fait beaucoup. La prévalence du diabète, donc ça, ce sont des chiffres de 2013, eh bien, c'est 4,8% de la population. Et alors, je me suis amusé à regarder dans les départements français quel était le département où il y avait le plus de diabète. Vous voyez, c'est à La Réunion. Près de 10% de la population réunionnaise est diabétique. Et le mieux est de vivre en Bretagne, où là, dans le Finistère, il y a très peu de diabétiques. Alors, la stéatopathie métabolique, c'est ce qu'on appelle en langage américain la NAFLD ou la stéatopathie métabolique, et elle va se compliquer surtout de NASH, donc c'est une inflammation intrahépatique. Alors, ça dépend de la porte d'entrée. Si on regarde dans la population générale, finalement c'est 2% à 5% des patients. Si on regarde chez les obèses, c'est entre 15 et 50% des obèses, et si on regarde chez les diabétiques, c'est 20 à 80% des diabétiques. Donc si vous vous rappelez les chiffres de prévalence que je vous ai donnés, ça fait du monde. Et donc les estimations de cette maladie en France, dans le monde sont les suivantes. Alors, on va se focaliser sur l'Europe. 23% de la population européenne souffrirait, je vais le mettre au conditionnel, de cette maladie. Donc là, on va dépasser largement les chiffres de l'hépatite C. À côté, l'hépatite C, c'était rien. Alors, comme je suis hépatologue, maintenant que je vous ai montré un peu que c'était fréquent, en quoi ça nous concerne? Alors, les deux maladies, que ce soit dû à l'alcool ou le syndrome métabolique, ont à peu près la même histoire. Je suis désolé en anglais. Donc, on part de la graisse dans le foie, de la stéatose, simplement. Et puis, il va y avoir de l'inflammation. À ce moment-là, on parle de NASH. Et ensuite, de la fibrose, puis de la cirrhose. Donc ça, c'est l'histoire, c'est la même que l'hépatite C pour ce qui est de la fibrose et de la cirrhose. On commence par un foie normal et on a une cirrhose. Bien dans la NASH, on commence par de la graisse. Et puis la cirrhose, elle va se compliquer soit d'un décès, soit d'un cancer. Donc c'est exactement la même histoire que dans l'hépatite C. Et plus on a de fibrose, plus la mortalité est importante. Donc ça, c'est un travail tout récent. Et vous voyez que la mortalité augmente, que toute cause de mortalité confondue, en fonction de la fibrose. Ça, c'est les patients qui ont une fibrose minime, grade 1. Et là, ce sont les patients qui ont une cirrhose. Et vous voyez, donc plus la fibrose augmente, plus on meurt de la maladie hépatique. C'est la même chose si on a une mortalité liée au foie. Donc cette maladie tue. Alors comment dépister les maladies du foie? Je crois que vous êtes tous convaincus que le FibroScan, vous avez tous été convaincus que le FibroScan était important dans l'hépatite C. Eh bien continuez, même si vous avez guéri des patients de l'hépatite C ou si vous voyez des nouvelles personnes qui arrivent sans virus, continuez à faire des FibroScans. C'est un très bon moyen de découvrir des maladies du foie. Et vous connaissez tous les avantages autres que simplement le diagnostic de la maladie du foie par le FibroScan. Alors, quelle prise en charge? Il n'y a pas de médicaments pour l'instant, quoique. Alors, actuellement, il n'y a quasiment pas une semaine où je ne suis pas contacté pour une étude de faisabilité de nouveaux médicaments dans la NASH, dans la stéatopathie métabolique. Donc, ce sont des essais randomisés internationaux qui incluent des centaines et des centaines de patients. Vous connaissez sûrement la société Genfit, qui est une des sociétés françaises qui a un médicament actuellement en cours d'essai dans la NASH. Sauf qu'on imagine que si ces médicaments montrent leur efficacité, ça ne va pas être comme dans l'hépatite C. Il n'y aura pas juste 12 semaines un comprimé à prendre, mais ça va être un comprimé à prendre pendant des années. Chez tous les patients en surpoids, chez tous les patients diabétiques, chez tous les patients hypertendus. Et là, on s'amusera dans quelques années, j'aimerais bien revenir dans 10 ans, et regarder finalement, quand on regardera les prix des médicaments de l'hépatite C, et qu'on regardera les prix des médicaments de la stéatopathie métabolique, on se dira, on a râlé pour les médicaments de l'hépatite C, finalement, c'était rien. Alors que par ailleurs, la prise en charge, elle peut être la même chose que ce que vous faites dans les virus, c'est-à-dire accompagner les personnes.
accompagner à réapprendre à vivre autrement. Alors c'est changer des habitudes, c'est pas faire les régimes qui sont dans les journaux et autres, c'est vivre autrement par changement d'habitude. Et là, il y a besoin de tout le monde. Il y a besoin des infirmières, des éducateurs, de tout le monde, puisque c'est un problème qui est assez profond. Et je crois que là, il y a une vraie interrogation de société à avoir. Et j'ai retrouvé ça. Donc ça, c'est le bulletin de l'Académie nationale de médecine en 2012. Et cet homme, Jacques Bazex, a écrit ceci dans un rapport qu'on lui avait demandé. Pour encourager à la pratique d'une activité physique ou sportive, il faut un programme national avec initiation aux activités physiques et sportives intégré au programme actuel d'enseignement scolaire et universitaire, prise en charge par l'assurance maladie dans le cadre de sa politique de prévention en associant avec les mutuelles et les assurances privées. Je trouve ça extraordinaire. Et comme notre ministre a dit qu'un de ses leitmotifs de son mandat serait la prévention, on a trouvé quelque chose à aller lui présenter pour qu'elle nous suive dans cette voie. Et puis, il y a les deux. Il y a aussi des patients qui sont diabétiques et qui boivent. Alors là, vraiment, on a besoin de tous pour les prendre en charge. Alors, pour terminer, notre avenir, c'est l'hépatite B encore. Je crois qu'il faut le prévenir. Notre avenir, c'est l'alcool, les troubles du comportement alimentaire. Donc, je pense qu'on a encore du travail, qu'il faut évoluer vers ces nouvelles maladies. Et pour terminer, je voudrais vous dire que les hépatologues et les addictologues font bon ménage. Oui, avant, il y avait l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Et je veux dire que les hépatologues aiment les addictologues et vice-versa, puisque voici mon équipe, et je vous ai enterré en rouge quelques personnes qui font de l'addictologie au sein de mon équipe et que je remercie. Merci. Merci Victor pour ces belles perspectives. Donc finalement, le sport, il faut une récompense, parce que l'addiction, c'est une récompense. Donc est-ce qu'on propose carrément le sport comme la récompense contre les autres addictions? Oui, on peut peut-être faire du sport et à ce moment-là, on a moins d'impôts. Tout de suite, on rebondit devant. Merci Victor pour cette présentation qui est très claire et qui est une observation de la réalité, évidemment. Tu as montré le coût généré par la filière alcool. En revanche, ce que tu n'as pas montré, ce que tu connais, c'est ce que coûte, pour tout le monde l'alcool, cette filière alcool. En gros, c'est 30 milliards d'euros, ça nous coûte 130 milliards. Ça nous coûte 130 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 3 rapports qui sont passés sous silence. Le premier, c'est COP, rapport COP récemment, il y a à peu près 2 ans, et le rapport de l'IGAS. Je vous rappelle que lorsque l'IGAS a sorti son rapport, c'est la seule fois qu'une conférence de presse a été annulée. Elle a été annulée parce que des ordres très précis et non officiels ont été donnés à l'époque pour qu'il n'y ait pas de conférence de presse. Et à l'époque, la Fédération France d'Addictologie s'était émue de voir que ce qui était mis en avant pour pouvoir soutenir et détricoter la loi E20, qui est une loi qui n'existe pas pour ennuyer la filière viticole, c'est une loi pour protéger les vulnérables. Et donc on s'est rendu compte que le fait de montrer le coût généré par la filière alcool, en général, c'est les groupes internationaux, faut pas, je ne sais pas parfaitement de quoi il s'agit, y compris ce calcul cynique, ne marche pas. La logique est ailleurs. Donc c'est utile et important de le dire. Oui, tout à fait, tu as raison. D'autres? Oui, une question en haut. Patrick Delacelle, je suis généraliste à Montpellier et président du RESAB, Réseau Addiction Baclofen. Je voudrais alerter la communauté des hépatologues et tous ceux qui s'occupent d'addiction sur le baclofen quand même, parce que quand on regarde votre diapositive sur l'alcool et les troubles alimentaires, c'est quelque chose d'important. Il faut suivre ce qui se passe, il faut suivre les études. Sur l'alcool, on sait que le baclofen maintenant a des résultats positifs, c'est difficile, il faut bien être formé, mais a des résultats relativement positifs. Et sur les troubles alimentaires, les praticiens qui prescrivent actuellement le baclofen font actuellement toute une série d'études et on a des résultats sur l'hyperphagie ou sur les personnes, la majorité des femmes, qui sont boulimiques, vomisseuses et qui ont des troubles donc, métaboliques au bout du compte. Donc surveillons cette affaire, surtout aujourd'hui qui est devenue une affaire politique. Notre directeur de l'agence du médicament était là hier.
parce qu'il y a actuellement des tas de lobbies, des tas de peurs qui se passent au niveau de l'Agence du médicament, mais ça va se débloquer. Les patients se mobilisent. Donc surveillez bien le baclofène dans les études si vous voulez prendre en charge jusqu'au bout vos patients. Victor, baclofène, bon. Je suis au courant de tout ce qui s'est passé cet été par rapport au baclofène et effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le baclofène au niveau politique et au niveau des patients. Bon. Merci, merci. Et on enchaîne. Donc, on enchaîne avec Nashville. Alors, j'aime bien le début, ça part bien. Pascal, à toi. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. Pour reprendre les mots de Christian Trépeau, je voudrais commencer par dire que si on parle de Stalingrad pour parler d'hépatite C, je voudrais jamais oublier que Stalingrad, ça a été un ghetto, et le ghetto, c'est des malades. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Je travaille dans un hôpital à Saint-Dizier, je travaille dans un XAPA et je suis président des SOS Hépatite. Je voulais juste dire comme ça, en passant, que l'hôpital où je travaille, il n'y a plus de co-infectés. On a guéri tous les patients co-infectés, ils sont mono-infectés VIH. Et avec ma collègue qui est présente dans la salle, on est probablement un des rares XAPA où il n'y a plus non plus d'hépatite C. Je suis en colère et je remercie de pouvoir venir dire ma colère au THS. C'est un des derniers endroits où on a le droit d'être en colère, en addictologie ou en hépato, et pas être dans le politiquement correct. Donc merci de pouvoir dire on est en colère au THS. C'est bon de pouvoir le faire aussi à Biarritz. Ce qu'on vous a dit, c'est ce que je suis venu vous dire avant les autres, et vous m'êtes tous pris pour un taré, un fou furieux, et je vous en remercie. Il y a 20 ans, on disait que l'hépatite C, pour traiter, je suis venu ici présenter la première série où j'avais parlé, moi à l'époque, de masse critique. J'avais dit il y a 20 ans, quand j'ai traité 15% de mes toxicomanes dans mon XAPA, je me suis rendu compte qu'il y avait moins de contamination, que le fait de traiter, les gens entendaient les messages et que les usagers de drogue, entre eux, se disaient « fais gaffe à tes pompes ». Et j'avais vu que ça avait commencé à baisser à 15%. Et on m'a dit « mais ça va pas, non, tu vas pas traiter pour faire de la prévention ». Et bien aujourd'hui, on y est, quoi. Le principe même de la prévention comme moyen de traitement, le traitement comme moyen de prévention, on y est. Le bouche à seringue a bien fonctionné. En 2004, il y avait 4 fibroscans en France. Et je suis venu vous montrer dans l'Exapa qu'il y avait 20% de patients qui poussaient à la porte qui avaient une cirrhose. Et j'ai dit, mais c'est une catastrophe, il faut utiliser le fibroscan, pas pour évaluer l'hépatite C comme on prétendait à l'époque, mais pour faire le dépistage de la fibrose et réfléchir après. On se fout de la maladie qu'ont les gens, mais ils ont une cirrhose, ils ont une maladie grave, on cherchera après. On m'a pris pour un fou. À SOS Hépatite, on est venu il y a 12 ans en arrière, ici, mais présenter les premiers TROD dans la salle qui était derrière. On nous a pris pour des fous. On a parlé du rêve de l'éradication virale. On nous a pris pour des fous. Aujourd'hui, on y est. Et il y a 2 ans, je suis venu vous dire qu'un co-infecté qui resterait dans 2 ans co-infecté serait un patient maltraité. On nous a dit tout à l'heure qu'il y avait encore 15 000 personnes qui étaient co-infectées, dont on n'avait toujours pas traité l'hépatite C. Je vous avais présenté cette photo il y a plus de 10 ans. Et je vous avais demandé, est-ce que vous savez qui c'est ? Et bien en fait, c'est les 2 dernières victimes de la variole dans les années 75 et 77. Et je vous avais dit à l'époque, et ça vous avait fait tous rire, que je rêvais de rencontrer les dernières victimes guéries de l'hépatite C. Ben aujourd'hui, je crois qu'on peut y être, puisque le programme NoHep et l'OMS dit pourquoi pas imaginer un monde en 2030 où il n'y ait plus d'hépatite C. Et maintenant, je vous annonce, ça c'était pour vous dire que je n'allais pas vous dire que des bêtises, et en plus, Victor a dit la même chose que moi, Nashville, on y est, quoi. C'est la prochaine catastrophe qui nous tombe dessus, qu'il va falloir guérir. L'hépatite C, pour moi aujourd'hui, c'est un problème d'organisation, mais on y est. Ça va nous coûter de l'énergie, ça c'est sûr, parce que ça va être de plus en plus dur à dépister. Les dernières personnes qu'il va falloir aller chercher avec une hépatite C, ça va être compliqué. Aujourd'hui, un médecin généraliste, s'il dépiste tout le monde, puisqu'on se bat pour le dépistage universel, il faut faire 200 tests pour en trouver un positif en médecine générale. Donc ça épuise tout le monde de dire faire 200 tests avant que ça sorte. Mais il faudra bientôt en faire 1 sur 400, 1 sur 600, et pour autant, il faudra continuer, cibler les gens. Alors l'épidémie de NASH, je reviens sur ce qu'a dit Victor, mais c'est une accumulation excessive de greffe dans le foie, l'obésité, le diabète, l'insulinorésistance, la sédentarité, on sait tous qu'on ne bouge pas assez. Dans 80% des cas, on a une stéatose qui va être isolée. C'est-à-dire qu'on va avoir un foie qui va être un peu gras, mais ça ne pose pas de souci. Mais on voit bien que ça fait flipper parce qu'aujourd'hui, le radiologue, il dit « Ah, le foie, il est stéatosique, il est un peu brillant. » Et les patients commencent à avoir peur et vont dire au médecin généraliste « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon foie est malade ?» Mais dans 20% des cas, on va rentrer dans une NASH, un processus de foie gras,
d'inflammation et qui pourra aboutir lui aussi à une cirrhose. Il y en a dans tous les pays du monde et de façon plus ou moins importante, je ne reviens pas là-dessus. Là, c'est l'image de la stéatose qui va jusqu'à la cirrhose et au cancer du foie. Tout ça, ça vous a été dit tout à l'heure. Bien sûr que là, j'interviens, le syndrome métabolique, il y a des polymorphismes génétiques qui sont importants, mais il y a aussi surtout l'alcool qui va être important pour nous tous. Et vous allez voir que cette stéatopathie métabolique, elle va induire du diabète, elle va induire des cancers, elle va induire des maladies cardiovasculaires. Et moi, je voudrais dénoncer, et là encore, ça me met en colère, vous allez voir que ces NASH, on les a dans l'Exapa, et on continue de dire que, bien sûr, ils font des cancers parce qu'ils sont éthylotabagiques, et que même s'ils ont arrêté, c'est parce qu'ils ont bu, qu'ils ont fumé, qu'ils vont faire des cancers. Or, on découvre aujourd'hui qu'il y a un lien entre la NASH et le cancer. Donc la somme de toutes ces choses-là fait effectivement bingo. Quand vous regardez là les stéatopathies métaboliques, vous voyez en orange, elles augmentent de façon très très importante, et ça c'est les causes de cancer du foie. C'est-à-dire que là où on est en train d'éradiquer l'hépatite C, et dans quelques années les cancers du foie induits par l'hépatite C vont baisser, on va voir arriver des cancers induits par l'obésité et par la NASH. La deuxième cause de transplantation aux États-Unis est devenue la NASH, avec les problèmes de risques chirurgicaux quand on opère des gens qui sont en surcharge pondérale. Aujourd'hui, l'examen de référence pour savoir s'il y a une NASH, c'est la biopsie hépatique. Et j'ai l'impression de revenir à des THS d'il y a 25 ans, où on disait comment on peut se battre contre la biopsie, parce que les gens ne voudront pas faire la biopsie. Il va falloir qu'on réapprenne à expliquer la biopsie à nos patients, à les rassurer. À moins qu'on trouve des biomarqueurs, à moins qu'on trouve d'autres façons de faire à travers le fibroscan, qu'on pourrait utiliser pour faire du dépistage à ce moment-là. Ça devient intéressant d'avoir un fibroscan dans l'Exapa, parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de patients qui vont être intéressés, mais aussi des tests sanguins. Comment sélectionner les patients pour la biopsie hépatique? Il y a des gens qui ont des cytolyses inexpliquées. Il faut arrêter de dire ouais, il boit, donc c'est pour ça qu'il y a les transaminases. On se doit de se poser des questions quand les gens, je ne parle pas des gamma-GT, mais des transaminases, pourquoi? Alors il y a le foie normal, il y a le foie gras, et puis il y a ces marqueurs de fibrose qui vont arriver vers les formes les plus sévères. Voilà, il n'y a pas que les anorexiques qui souffrent, on en est tous bien d'accord. Poids et addiction, l'arrêt du tabac, tout le monde le sait, on l'a dit, ça fait grossir, c'est dans la tête de tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou pas? L'arrêt de l'alcool fait grossir. Un usager qui arrête ces produits comme l'héroïne grossit. Moi, j'ai appris il y a 20 ans dans l'Exapa qu'avant les tests urinaires, l'ancêtre du test urinaire, c'était la balance. Un usager qui grossit, c'est qu'il va mieux, c'est qu'il a arrêté de prendre des produits. Les antidépresseurs font grossir, les neuroleptiques font grossir. Et alors, ce qu'on entend dans l'Exapa, ok, il a grossi, mais c'est quand même mieux qu'avant, il prenait des risques avant. C'est pas grave, il a pris 10 kilos, 15 kilos, il va avoir des problèmes pour les hanches, dans sa sexualité, etc. Et on dit que c'est pas grave. L'enquête que j'ai faite, moi perso, et là c'est un cri de colère encore, 114 toxicomanes suivis sur 10 ans en substitution, 43 patients sous méthadone, 11 avaient pris plus de 10% de poids. J'avais demandé à une diététicienne, elle m'avait dit, mets la barre à 10%, quelqu'un qui prend plus de 10% de poids, c'est qu'il y a un problème. Et bien sur ces 43 patients, 7 avaient eu des cirrhoses en 10 ans, et 2 un cancer du foie, et bien sûr il y avait toujours de l'alcool associé. Si je prends les patients qui avaient pris qu'on avait stabilisé avec avec de la buprenorphine au dosage, 71 patients, 24, vous voyez que c'est important, avaient pris plus de 10% de poids, 12 sont devenus cirrhotiques et 3 cancers du foie. Tous les patients avec un cancer sont décédés, et malheureusement avec un diagnostic tardif, or que j'essayais d'être vigilant, mais c'était extrêmement difficile de poser le diagnostic de cirrhose, de le confirmer, de faire les échographies et la surveillance. Il y a ce que les recommandations nous disent de faire au niveau hépato, il y a ce qu'on va pouvoir mettre en place dans l'Exapa. Ma conclusion sur cette enquête 1 Xapa Addicto, c'était qu'on peut considérer que 25% des patients qui sont en traitement de substitution vont prendre du poids pendant leur suivi et que ça va être pathologique dans leur santé. Un patient sur 4 que vous avez en substitution va prendre du poids et ça va être délétère dans son espérance de vie. Deuxième partie de mon enquête sur l'alcool, 247 patients suivis sur 10 ans, 52 avaient une cirrhose au moment du diagnostic, faite grâce au fibroscan. 103 ont pu devenir abstinents sur cette période. Alors on dit, bah oui, il a une cirrhose, il boit, on va quand même pas lui faire une écho tous les 6 mois. Ça, c'est encore un problème de représentation et des valeurs de médecins, de soignants. Je voudrais juste faire la démonstration là, pas sur les gens qui avaient des formes graves et qui ont malheureusement continué de s'alcooliser, mais sur les 103 patients qu'on a réussi à mettre dans une abstinence sur cette période de 10 ans. 31 avaient une cirrhose. Donc effectivement, on sait tous que la peur de la cirrhose génère plus d'abstinence que quand les gens ne sont pas cirrhotiques. 47 ont pris plus de 10% de poids,
dont 18 plus de 25%. Mais surtout, sur les 17 patients abstinents cirrhotiques avec prise de poids, donc ça, c'est ce que nous disent les hépatos, c'est pas un scoop, hein, ce que je vous annonce là. On le sait depuis longtemps que le pire, c'est d'avoir plus de 50 ans, d'être un homme, d'être en surpoids et de boire. Et bien sur ces 17 patients-là, qui avaient une cirrhose, qui étaient abstinents et qui avaient pris du poids, 14 sont morts, dont 9 avec un cancer du foie. Les autres, on les a perdus de diabète, d'infarctus, etc. et toutes les comorbidités qu'on a citées tout à l'heure. Donc l'urgence, elle est de s'occuper de ces gens-là pour nous dans l'Exapa. Et je ne vous fais pas le détail, mais un certain nombre de ces patients avaient eu une hépatite virale et ont été traités. Et quid de l'induction des facteurs d'insulinorésistance par l'hépatite C, même après guérison? Est-ce qu'il ne reste pas quelque chose qui va modifier? Et l'hépatite B, Victor l'a dit, et c'est un de mes cris de colère de tout à l'heure, quand on dit les migrants et l'hépatite C, je dis on s'en fout, quoi. Pour bosser à l'hôpital et dans l'Exapa, les migrants, le risque des migrants, c'est l'hépatite B, c'est pas l'hépatite C. Et en plus, l'hépatite C, on saura la guérir. Les migrants, ils doivent nous faire peur par l'hépatite B. Mais non, un migrant, ça fait pas peur, j'ai pas peur de l'étranger parce que je suis vacciné. Et vous, est-ce que vous vaccinez dans l'Exapa? Est-ce que le vaccin, c'est pas l'ancêtre de la PrEP? Ça serait génial, quoi. On a imaginé la PrEP dans le VIH, mais la meilleure PrEP, c'est pas la vaccination, pour l'interrogation. Et si on pensait à la PrEP dans l'hépatite C? Allez, docteur, est-ce que vous pourriez pas me filer un peu d'Harvoni, là, juste 3-4 jours, parce que j'ai une méga chouille ce soir et je voudrais être sûr de ne pas me faire le con. J'ai des copains qui ont encore une hépatite C pas guérie parce qu'ils sont suivis par un branquignol qui ne veut pas les traiter. Mais si on fait une échange de pompes ce soir, je ne voudrais pas attraper l'hépatite C de mon copain. Donc est-ce que je ne pourrais pas être protégé par de l'Harvoni? C'est juste impensable, ça. Allez, je prends le pari. Je reviens dans 2 ans et on parle de PrEP de l'hépatite C et on dit qu'il y a des études qui sont encore hyper gaies, hyper tox. Je pense que l'hépatite C peut avoir sa place en PrEP, mais il faut faire de la provoque pour vous amener à réfléchir. Et ma dernière présentation, c'est l'enquête qu'on a fait avec SOS Hépatite sur les XAPA et la pénurie de VHB. Enquête très simple réalisée au téléphone en juin 2017 sur appel téléphonique, 25 XAPA tirés au sort sur toute la France. Question posée, réalisez-vous des vaccins hépatite B et avez-vous des problèmes avec la vaccination? 20 sur 25 nous ont dit qu'ils réalisaient la vaccination et sur les 20, 15 déclarent n'avoir aucun problème. Or, depuis le mois de juin et un peu avant, il n'y a plus de vaccins hépatite B accessibles. Ils ont tous été rapatriés dans les hôpitaux et on ne peut plus vacciner en ambulatoire. Donc ça veut dire que 60% des XAPA m'ont bourré le mou en lui disant qu'ils n'avaient pas de souci pour vacciner, or qu'ils ont absolument plus de vaccins et qu'ils ne peuvent pas vacciner. Donc ça, moi, m'a posé des questions sur qu'est-ce qui se passe. 4 seulement XAPA m'informent gentiment qu'il y a une rupture de stock et qu'on ne peut plus vacciner. Je dis bravo les gars, ça vous êtes bien, 16% des XAPA savent qu'on ne peut plus vacciner, que ça pose un souci. Et il y a un XAPA qui ne savait pas. C'est bidon, c'est une enquête sur 25, ça ne représente rien. Donc la vaccination n'est toujours pas une pratique courante dans les XAPA. C'est évident avec cette enquête-là. Et je veux dire, si on s'amusait tous à prendre nos usagers de drogue qui, dans le cadre de la circulaire, sont prioritaires pour être vaccinés, faites le jeu d'aller à la pharmacie de l'hôpital avec 25 tox et en disant ils sont prioritaires pour les vacciner, je viens avec eux s'il vous plaît, ce qu'on pourrait leur donner ce qu'il faut. Et ça va faire rigoler. Et puis, SOS Hépatite, c'est aussi ça. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est savoir, c'est guérir. Ben, savoir qu'on a une hépatite C, c'est pouvoir en guérir. C'est pour le patient, mais c'est aussi vous, dans les XAPA, c'est nous les hépatos, c'est nous les médecins généralistes, c'est nous les patients. On doit savoir pour pouvoir amener à la guérison. Et SOS Hépatite s'est lancé dans une campagne audio dont vous entendrez parler, j'espère, avec une chanteuse qui est Julie, pour nous parler de l'hépatite C et nous dire qu'on doit tous se dépister parce qu'on est tous potentiellement contaminés. Merci beaucoup. On n'est pas déçus, tu es un troublion communicant. Allez, question. Question tout de suite ici. Bonjour. Micro. Allez, soyez en colère aussi, alors. Criez. Je répéterai votre question, si vous voulez. Donc, je suis content que vous êtes en fait en colère. Le problème, vous nous exposez le problème de la NASH, mais il n'y a aucune solution. Les patients, c'est bon. Les patients qui prennent de la drogue, après un traitement de substitution,
Et on a parlé hier du craving, c'est que les patients, la majorité, transfèrent leur craving à autre chose, généralement la nourriture. Donc les patients grossissent, ils font des NASH. Et est-ce que vous nous exposez le problème, vous êtes en colère, mais quelle est la solution? Est-ce que c'est la chirurgie bariatrique? Alors, c'est effectivement le seul traitement qui a montré son efficacité aujourd'hui. C'est la chirurgie bariatrique qui a fait disparaître des diabètes, qui a réglé des problèmes de surcharge pondérale et qui a guéri les NASH. Mais on a aussi quelques pistes de médicaments qui vont montrer leur efficacité. Et je pense, moi, c'est la prise en charge, la prise en soin correcte de ces patients. Pour exemple, dans mon unité à l'UTEP, où on a, depuis 1 an, on a pris un moniteur éducateur sportif et on fait une réadaptation par le sport à raison d'1 heure et demie par semaine. Il était en atelier hier avec moi et on a montré une efficacité sociale, etc. Mais moi, je suis persuadé que le règlement de la NASH, ce sera aussi dans le cadre de l'éducation thérapeutique et pas simplement de faire une ordonnance en disant « allez faire du sport, c'est pas remboursé par la Sécu, mais faites du sport ». On l'a tous dit à la mamie du coin, bougez-vous, marchez 1 heure par jour. Là, c'est un éducateur qui va dire « vous venez et moi, je vais vous aider à faire du sport ». Allez, on enchaîne vite. Question courte, réponse courte. Oui, alors tu n'as pas parlé, mais à mon avis, tu y as pensé beaucoup. Tu as montré tous les éléments qui font que maintenant on a un effet NASH, mais tu n'as pas cité la malbouffe. Oui. La malbouffe, avec tout. Je suis désolé, hein, c'est un peu ma maraude. J'en parle. Il y a un lobby de l'industrie agroalimentaire qui est absolument édifiant. À côté, l'alcool, c'est rien du tout. Et c'est un lobby qui a un effet au niveau européen. D'ailleurs, la ministre qui parle de prévention, elle le sait parfaitement qu'elle va avoir un problème, notamment avec le sucre et le sel et le gras. Il y a 3 éléments qui on ne fait pas de la NASH comme ça. On a toujours eu des gros, mais de la NASH, c'est ça. Je suis complètement d'accord et je l'avais dénoncé dans un de mes blogs que je vous invite à aller regarder les mardis et les vendredis. Allez, ça roule, la NASH roule. Une dame là-haut au fond. Simplement, le lobbying industriel, je vous rappelle qu'aux États-Unis, la pizza est maintenant comptée dans 5 fruits et légumes. Voilà. Donc il y a un lobby de la pizza. Attention. Et ça aussi, c'est un facteur de colère. Et on y sera en France, quoi. Bon, oui. Et madame là-haut. Bonjour à tous, je suis Patricia Carrieri, INSERM Marseille. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'optimisme alors qu'on a quand même des résultats au niveau international et même en France sous certains bénéfices de certaines choses, de certaines pratiques qu'on a tout le temps. Par exemple, la consommation de café. La consommation de café est associée à 50% moins de mortalité, 3 ou plus tasses par jour. Et récemment, dans la cohorte EPAVI, nous avons également montré, ça a été présenté à l'International AIDS Society Conference à Paris, que finalement, la consommation de plus de 3 tasses de café diminue l'impact de la consommation d'alcool sous la fibrose. Alors, je pense qu'il faut avoir un peu d'espoir quand même sur des attitudes, des comportements qui peut-être sont beaucoup plus simples que prendre certains types de médicaments. Juste pour ajouter une couche, la consommation de cannabis dans la cohorte EPAVI a été également trouvée associée à moins de risques de diabète, très important, même en tenant compte de tous les facteurs qui sont associés. Donc je trouve que quand même, il faut essayer d'être un peu optimiste, essayer de penser à une prévention combinée qui passe bien sûr par une meilleure bouffe, par une meilleure façon de manger, mais aussi pour une utilisation des choses, par exemple le café aussi, le décaféiné a les mêmes propriétés que le caféiné. Donc au moins 3 tasses de café par jour a un impact sur le foie. Et ça a été montré aussi sur les enzymes du foie. Rassurez-vous, il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation parce qu'il y a même des produits qui miment la restriction calorique. Donc on continue à manger, mais on a des substituts. Et il y a des récepteurs cannabinoïdes dans le foie qui sont intéressants à stimuler pour lutter contre la NASH. Non, mais vous avez raison. Il y a beaucoup de questions. Une devant et puis après Jean-Pierre devant. Oui, bonjour, j'ai le capitaine SOS Hépatite. Je m'occupe de la PJJ, Prévention Judiciaire de la Jeunesse, et dans les groupes que j'anime, donc de jeunes de 16-17 ans fumeurs de cannabis, je n'ai strictement personne en surpoids. Est-ce qu'il y a un lien entre le cannabis et le surpoids? Parce que je n'ai strictement aucun cas de surpoids chez les fumeurs de cannabis de 16-17 ans. Bon, à suivre. Qui a la réponse? Patricia, vous avez la réponse? Allez-y. Non, on n'a pas le temps. Je crois que Jean-Pierre voulait qu'on avance, on est en retard.
un BMI, un index de masse corporelle normal, ou voire légèrement sous-poids, et surtout il associe aussi un moindre risque de diabète, comme on a dit. Donc il y a un mécanisme dont on va parler cet après-midi dans l'atelier sur le cannabis, ça sera bien en fait de comprendre mieux, mais je pense que le principal impliqué est les cannabidioles, et qui en fait intervient pour rééquilibrer, je le dis en paroles très pauvres, je suis désolée, rééquilibrer un dysfonctionnement du système endocannabinoïde qui existe chez ces patients. Donc je pense que c'est intéressant de commencer à réfléchir sur éventuellement des thérapies fondées sur le CBD, comme il est déjà utilisé dans d'autres domaines, par exemple l'épilepsie. Oui, allez, c'est bon, merci. On est obligé de finir par Amsterdam. Et Amsterdam a beaucoup à nous apprendre parce qu'on sait que c'était la plaque tournante. Okay. Good morning. Okay, I want to thank my colleagues and my presenters for bringing attention to some very important issues. And I think my presentation will provide an opportunity to bring it all together for some potential solutions to move forward. Okay, I want to go forward. Big one, big one. Big one. Okay, merci. Okay. So first I would like to thank Jean-Pierre, the conference organizers, and I am paid by Gilead and AbbVie Pharmaceuticals to do the work that I do. They are supporting our capacity building work throughout Europe. And I want to thank all the organizations and the participants of our trainings. My name is Jason Farrell. I am from the Correlation Network. We are based in Amsterdam. And I am the capacity building and resource administrator working on the project. The Correlation Network has been around since 2004. We have over 180 partners throughout Europe, mostly harm reduction programs, service providers, drug user organizations, researchers, and universities. The Hepatitis C and Drug Use Initiative has been started in 2014, and we are also the host organization of the International Network of Drug Consumption Rooms. Okay. So this presentation, I will describe our hepatitis C capacity building work we are doing in the harm reduction programs and in the drug consumption rooms throughout Europe. I will present some findings from a recent survey we did throughout Europe within the drug consumption rooms. And I will share lessons learned and the challenges we see moving forward to eliminate hepatitis C among injection drug users in Europe. So the Capacity Building Initiative has been since December 2015 to March 2017. I have been in 6 European countries. Each site had up to 20 participants, including translators when needed. The organizations and countries were chosen based on very specific eligibility criteria. 1, the capacity of the organization. 2, the willingness to implement and/or enhance Hep C services, that they would have dedicated peer workers or staff to provide Hep C services. They had linkages with medical facilities for testing and treatment, and that they were in a country where there is a high prevalence among injection drug users. The organization chosen received 2,000 euros to pay for the translators, lunch, and to provide travel assistance for peer workers, drug users, to participate in our training. Now, the goals and objectives are basically to provide the technical support needed for the harm reduction programs and drug consumption rooms to become key stakeholders in preventing Hep C and connecting individuals to treatment.
We want to enhance the capacity of the programs to provide effective primary and secondary prevention services, testing, and treatment support. We want to improve the knowledge of Hep C among the staff and peer workers. We want to improve the staff and peer workers' skills on how to engage drug injectors in outcome-driven prevention counseling interventions to eliminate the risk behaviors that can result in reinfection post-treatment cure. And we want to collectively work with the frontline workers that are in the training to develop an implementation plan to integrate what we are training within the organization and to improve the organization to be comprehensive and provide the integrated, streamlined support. So this is a very unique opportunity for the workers to tell management their recommendations on how we need to do this within our own organization, and participants to be involved in that process. The training consists of 6 modules provided in 2 days. The modules are about 90 to 120 minutes long with 30-minute breaks. And throughout the training, we have role-playing opportunities. Teams are working together and larger groups work together. Now, this is a capacity-building training. This is really about integrating specific best practices within the organization. It's not just sitting and listening. It's really about working together throughout the 2 days. The curriculum includes, we talk about the prevalence of Hep C in Europe and locally. We talk about the liver and the virus. We talk about testing and screening. We do testing demonstration. We actually teach how to do rapid testing. We teach how to do pre and post-test counseling. We talk about prevention needs for drug users. We actually teach injection techniques, and more importantly, we teach people how to teach people to inject safely. That's very critical. I could tell you how to teach, how to inject safely, but how qualified are you to teach somebody? And how does that person comprehend what you're telling them so they could actually do it correctly? We also integrate a behavior intervention that has been proven effective to eliminate risk behaviors. The behavior intervention is one of 2 I co-authored for the CDC in the United States that has been proven effective in harm reduction programs in Europe and Asia and the United States. We also help with what we call prevention planning. So the prevention planning intervention is we work with the participant, the drug user, to prepare a plan. And this is an agreement, a contract agreement that we prepare with short-term, long-term goals to eliminate identified risk behaviors over a period of time. There's short-term and long-term goals. And then we provide the opportunity to create a plan to integrate these best practices within the organization. So we're talking about behavior change on an individual basis. And this is our recommendation to eliminate hepatitis. So the social network behavioral intervention we recommend is designed to support safer behaviors post-treatment to prevent reinfection. The goal is to assist the injector identify the risk behaviors, create a prevention plan with achievable steps towards eliminating or minimizing the risk behaviors during the Hep C treatment time or waiting to start treatment. Post-treatment, the injector would have incorporated newly learned safer behaviors and have a new social network to support these new behaviors, whereby preventing reinfection. We're also doing work in the drug consumption rooms. We piloted this training in Amsterdam, where we have about a dozen consumption rooms throughout Amsterdam. In 2016, the International Network of Drug Consumption launched an online Hep C survey in which 92 DCRs from 10 countries participated. Based upon the survey information and lessons learned from our capacity building work, we piloted the training in Amsterdam.
The primary purpose of the capacity building work in DCRs was to explore ways to integrate testing, prevention services, and treatment support without disrupting the overall experience people have visiting and using the DCR. So we wanted to really streamline to integrate this. The online survey, which is available on our website. This is the information, and I could provide it to you after my presentation if you like. The survey interests were basically what are the characteristics of the DCR clients with respect to Hep C? What is the range of Hep C services currently offered in the DCRs? And what are their operational capacities? What are the gaps, needs, and/or resource requirements needed to increase Hep C awareness, prevention, and treatment in the DCRs? Some of the information that we collected is the following that you see here on the slide. What was very surprising is that most of the DCRs are providing some Hep C testing and support services, as you can see here in the slide. Whether they provide it on site or they are referring, there is a systematic way of providing this information and support to people visiting the DCRs. We also asked, what would your service need to allow you to provide more Hep C services? And what we found predominantly of interest was more staff time, more staff training, funding for equipment and services, and educational and training materials. Also, we found that a lot of the DCRs currently do not have a standardized way of providing Hep C testing and support services. Most DCRs are kind of winging it. They're doing it as they do it. So it would be nice that we help on developing guidelines that all DCRs can say this is the way it could be recommended within the DCR. So when we're talking about increasing the capacity within the DCRs, we talk about what would be needed. And once again, we find that a big concern is in many countries, policies require medical staff to provide testing and screening. And that is a big financial burden for a lot of harm reduction programs. When in some countries, peer workers can provide the testing. And quite frankly, you do not need to be a medical worker to do a FibroScan. Any one of you could take a photo and email it to the doctor. And the doctor can read the results, call you, and you can tell the client what the results are, make an appointment, and start treatment immediately. So what we learned. The post-training evaluation showed that the training provided direly needed information and support. Topics and modules reported to be most important were transmission risks for people who inject drugs. Now here are people working in harm reduction programs, in needle syringe programs, and most of them reported that they needed more information on the transmission risks. Also other risks of Hep C transmission. When I informed people that I could practice safe injection, use a condom, but when I used my girlfriend's toothbrush, I just gave her Hep C, or a likelihood that I could. Simple things like this, household transmission. So there are very interesting things that we could teach people and provide information about. Many who participated in the training never had formal harm reduction counseling training, safer injection training, or had knowledge on the various prevention needs for drug users and injectors. So the challenges that we see moving forward is that the NSP sites did not have the appropriate injection equipment to prevent Hep C, or not enough equipment was being distributed. Our training experience verified significant gaps in knowledge and experience among management staff regarding harm reduction counseling, safer injection, and Hep C prevention needs.
So if management cannot properly supervise the frontline workers, how effective is that organization going to be? And an overwhelming number of staff, peer workers, volunteers did not have the skills to engage in outcome-focused discussions to reduce risk behaviors. And what we're talking about is, when I would ask people, how many people come to your drop-in center? And somebody would say 20. And I would say, well, how many of those people did you talk about Hep C testing? And one social worker told me, I didn't. And I'm like, why? And she said, nobody asked. And I'm like, well, if you worked in a shoe store and 20 people walked in and you didn't sell one pair of shoes, how long would you keep your job? So we have a group of people coming to harm reduction programs on a daily basis, and there's very little engagement in outcome discussions on how are we going to change and eliminate the risk behaviors among these individuals coming every day. And what kind of intervention can we use? And this is what we are recommending. It's very simple. Social workers, peer workers, doctors, nurses, anybody can do it. Very simple. So without the right supervision, which we see, there's very poor supervision, we have reports that the peer workers and staff aren't getting the right training and support. There's very little peer worker involvement. You might have 1 or 2 volunteers, but they're not being compensated. Peer workers aren't being trained and supervised. And that there are very few dedicated staff to just do Hep C services. As many of us know, in harm reduction programs, many staff wear many hats. And it's really about crisis management sometimes. You know, doing this, doing that, doing that. So without the appropriate funding and support and management, we're going to see, as one of my colleagues pointed out, the weak link, right? So before I say thank you, when we talk about eliminating Hep C and preventing reinfection among drug injectors, the weak link are the harm reduction programs and needle syringe programs. That when properly funded and supported, these programs can be where Hep C begins and ends. And it's been proven effective in many programs. So I thank you, and that's it. A little pessimistic view. Who is going to agree, disagree? Or Jean-Pierre, you are waving with rush? Oui. So, burning question. Yes or no? So this is totally different approach. And oui, une question, madame, là-haut. Hello, my name is Iciar, and I was wondering where Parlez fort, parlez fort. Where does your funding mainly come from? Excuse me? Where does your funding mainly come from? The funding? Yeah. Who are your, how does your project get financed? Right now, we're supported by the industry, pharmaceutical companies. Okay. Unfortunately. I mean, it's strange that pharmaceutical companies are supporting to improve the infrastructure and capacity of harm reduction programs when the governments really don't have the resources to do that. Please, how much is it for one session? It's me. How much is it for one session? Excuse me? How much do you have to pay for one session? The training? Yeah. What is the cost? Each training is about 15, it's close to about 10,000. 10,000? I mean, no, sorry. It could be about less than about 5,000. Okay, one session, 5,000. It's not cheap. Okay. Because there's travel, hotel, everything. me and my co-trainer, 2 days. We give the, I can get back to you with the exact cost if you want.
But basically, it's me and a co-trainer traveling to the country. We give the organization 2,000 euros to pay for the lunch and to rent the venue, and then my travel, hotel, for me and a co-trainer. So it's really not that expensive if you think about it for 2-day training. Okay, thank you very much. I'm sorry we are late, but we started late.